Et nous recevons l'homme au cœur de la candidature de Valérie Pécresse, Éric Ciotti, toujours à droite sur la photo, évidemment. Éric Ciotti, bonsoir. Pas toujours. Assez à droite quand même. Vous allez nous donner la preuve ou le démenti. Vous revenez de Grèce où vous étiez avec Valérie Pécresse. Voyage entre autres sur le thème de l'immigration, on en parlera. C'est un moment clé évidemment dans la rivalité avec Marine Le Pen, avec Éric Zemmour et d'autres sans doute. Surtout avec Emmanuel Macron. Parce que c'est là où la grande différence existe. Mais ça n'est pas là où se joue la deuxième place au second tour. Regardons le sondage, c'était un des événements ce week-end. Pourquoi la deuxième place, on vise la première? Toujours. Regardez le sondage quand même, parce qu'on voit quand même à quel point la rivalité se joue entre les trois formes de droite ou d'extrême droite. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse. On voit que à 17%, on est à 17%, c'est bien, c'est pas bien, c'est décevant. Écoutez, aujourd'hui, très clairement, un peu plus d'un mois après le Congrès qui a vu face à moi la victoire de Valérie Pécresse, Valérie Pécresse est en mesure d'être au second tour et au second tour de battre Emmanuel Macron. C'est ça l'essentiel. Je vous ai dit il y a quelques instants... Si elle y arrive, pour l'instant, on le voit là sur ce sondage, il faut encore qu'elle se débarrasse de Marine Le Pen. Ça n'est pas le cas du tout. Est-ce que ça n'est pas décevant ? Les sondages aujourd'hui, il faut relativiser. On voit très bien que les élections, elles se jouent de plus en plus tard. Vous en avez donné un tout à l'heure où elle était en tête donc, du premier tour. Dans le débat qui oppose, que vous voulez voir opposé à Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Moi, je dis très clairement... Et j'ai lancé un appel à tous les électeurs de droite, y compris ceux qui ont voté pour moi. Si on veut battre Emmanuel Macron, il n'y a qu'une candidate qui peut le faire aujourd'hui. Le reste, c'est des candidatures quelque part de témoignage. La seule qui peut battre Emmanuel Macron, si on veut une vraie rupture, un vrai changement, si on veut interrompre le déclin du pays, c'est Valérie Pécresse, il n'y a pas d'autre solution. Le point de comparaison, c'est 2017. François Fillon, avec tous les ennuis qu'il avait, pour ne pas employer un mot plus vert, il était à 20%. Vous sortez d'une primaire a priori réussie, soudée, et vous êtes bien en dessous, très en dessous en tout cas. C'est pas décevant ça? Rappelez-vous où on était avant le Congrès. Ah oui, voilà, relatif. On était à 10. Ouais. Voilà, donc il y a eu... Là, vous trouviez du pétrole, mais là, quand même, oui, mais 20% Fillon. Il y a eu une énorme progression. Ça fait depuis quasiment 4 ans que la droite, les Républicains, les candidats qui sont testés issus de notre famille politique ne sont pas en mesure d'être au second tour. Là, aujourd'hui, il y a eu un changement... radical, très important. Nous sommes en mesure d'être au second tour et nous y serons. Et nous sommes surtout... Valérie Pécresse est en mesure de battre Emmanuel Macron parce qu'il faut aussi regarder les sondages de second tour. Il y en a eu un cette semaine où il y avait une stricte égalité. Donc c'est très important. Et je le dis, c'est un vote qui va décider du destin de notre pays. Où on interrompt le déclin, où on le perpétue. 15 années de gestion Hollande-Macron. 15 années Hollande-Macron, un exemple très précis. Le pays ne s'en relèvera pas. Prenons je le dis très clairement. Précis, celui de l'immigration. C'est le thème que vous avez amené ce week-end dans ce voyage avec Valérie Pécresse en Grèce. Vous y avez vanté ces camps de migrants très stricts comme à Samos. Évidemment, c'est un sujet extrêmement central. Et pourtant, on voit bien ces pays font mine de ne pas voir les migrants qui continuent à aller... Est-ce que ce n'est pas une illusion que ces pays soient des modèles qui continuent à venir vers la France, notamment alors que depuis tant d'années, la droite et la gauche a dit on va enfin résoudre le problème de migration? On est allé à la rencontre d'un gouvernement et du Premier ministre grec que l'on a rencontré avec Valérie Pécresse vendredi, M. Mitsotakis, qui a eu des résultats extraordinaires. Il a fait diminuer l'immigration par 20 en quelques mois. Aujourd'hui, dans le camp de Samos, dans lequel nous nous sommes rendus, il y a environ 450-500 migrants, et il y y en avait 9000 sous l'aune du gouvernement socialiste. Éric Ciotti, des bons résultats, pour son pays peut-être, mais pour l'immigration en Europe, vous connaissez très bien la réalité. En réalité, ces pays-là ferment les yeux volontairement sur des migrants qu'ils laissent passer, qui vont notamment vers la France, vers la Manche. C'est plus le cas de la Grèce. Mais vous avez raison, il y a des pays qui ferment les yeux. Il y a beaucoup à dire sur l'Espagne socialiste. Il y a aussi beaucoup à dire sur l'Italie. Donc nous, ce que nous prenons et ce que nous avons évoqué avec le Premier ministre grec, c'est une alliance des pays frontaliers. Il faut savoir qu'il y a une démarche d'ailleurs de 12 pays de l'Union européenne qui ont
écrit à M. Macron, puisqu'il préside le Conseil, désormais pour dire nous voulons changer radicalement de politique migratoire. Alors, nous voulons protéger les frontières externes de l'Europe. Qu'est-ce que vous changeriez ou qu'est-ce que vous changerez? Parce qu'aujourd'hui, il y a 600 000, 700 000 clandestins en France. Chiffres officiels, souvent, ils sont évidemment sous-estimés. Sans doute autour d'1 million, mais la version officielle, c'est... Une mesure réelle qui changerait les choses. Il y a eu tant de promesses, pas depuis 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, mais depuis 40 ans en ce domaine-là, et personne, en réalité, n'a réussi à le résoudre. Il y a beaucoup de mesures que l'on doit additionner. Beaucoup. Allez, une. L'asile à la frontière, ce qu'on a vu en Grèce, c'est-à-dire qu'on traite les demandes d'asile en quelques jours, voire en quelques heures, selon la destination des pays de provenance, parce qu'il y a aujourd'hui l'asile est dévoyé. On a vu en 2019, dernière année avant le Covid, 132 000 demandes d'asile en France. Les 3/4 sont rejetés, mais ces faux demandeurs d'asile vont rester définitivement en France. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut, comme c'est le cas en Grèce, qu'il y ait des demandes qui soient examinées avant que les demandeurs n'arrivent en Europe, parce que dès qu'ils ont mis un pied en Europe, c'est beaucoup trop tard. Donc, asile à la frontière, rétablir première mesure. Des mesures beaucoup plus fortes aux frontières nationales, ça changerait réellement, parce que sinon les pays, vous le savez bien, sont assez contents de laisser passer. Est-ce que ça, vous y êtes favorable? Bien sûr. Moi, je crois. Sous quelle forme, pardon? Il y aurait des rétablissements aux frontières nationales. Il faut revoir l'accord cadre de Schengen. Il faut protéger. C'était l'objet de notre déplacement, beaucoup mieux les frontières externes. Frontex l'Union européenne a annoncé le recrutement de 10 000 gardes-frontières dans Frontex. Aujourd'hui, sur la catégorie 1, on n'est qu'à 600. Donc il y a encore une marge importante. Frontex fait un bon travail. Il repousse notamment les arrivées de migrants qui sont envoyés depuis la Turquie. Et avec des bateaux turcs, c'est le paradoxe, qui aujourd'hui favorise l'entrée des migrants en Europe. Donc il y a cette réalité. Et puis après, il faut qu'on ait des mesures sur l'expulsion. S'il y avait 2 catégories de mesures, moins de naïveté sur l'asile, la mise en place de centres de rétention. Parce que lorsqu'on arrive en France et qu'on demande l'asile, notamment lorsqu'on provient d'un pays où il n'y a pas de menace, ou que c'est un pays qui n'est pas une dictature, il faut que ces personnes, dans l'attente de la décision qui est administrative, devant l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile, soient placées en rétention. Est-ce qu'on peut... Puisque si leur demande est rejetée, afin qu'ils puissent être expulsés. Et puis, il faut aussi que le délit de séjour illégal soit rétabli, qu'on place beaucoup plus de personnes en rétention et une pression sur les pays d'origine pour qu'ils acceptent leurs ressortissants. Et vous savez, ça qu'on aussi, appelle les laissez-passer à obtenir. Est-ce que non. Il faut de la volonté. Vous savez, on a des moyens. Il y a l'aide économique. Il y a la possibilité de couper les visas aussi pour ces pays, y compris pour leurs dirigeants. Donc, si on le veut, mais il s'agit d'une volonté politique. Cette volonté politique, elle a fait totalement, je dis totalement défaut à M. Macron, malgré ses discours. Est-ce qu'en ce domaine, Éric Zemmour n'a pas pris une avance sur vous avec une forme de zéro compassion? Ça me frappait dans une chaîne concurrente. On lui donnait même l'exemple, vous savez, de ce sans-papier qui a sauvé un bébé qui risquait de tomber d'un balcon. Et tous les hommes politiques disent « oui, mais quand même, là, on fait une exception ». Lui, il disait non, on le renvoie comme les autres. Est-ce que vous seriez aussi dur, par exemple? Nous, ce que nous prenons, ce que je n'ai pas répondu. Est-ce que vous seriez aussi dur que lui et vous diriez aussi, même quelqu'un, un héros comme ça, on le renvoie? Derrière ce que l'on regarde des fois comme un phénomène global et qui existe, cette forme d'invasion migratoire, bien sûr, il y a des personnes. Et nous, ce que nous prenons, c'est... la fermeté gage d'humanité. C'est ce qu'on a vu là encore en Grèce. Il y avait des camps sordides, des bidonvilles, dans des conditions sanitaires terrifiantes. Les Grecs, c'est toujours dur de renvoyer quelqu'un. Et vous savez très bien, dans ces mêmes camps que vous avez visités, c'est pas ressenti comme ça par les migrants. C'est ressenti très durement. Avec une protection sanitaire très, très forte et du confort. On a vu des écoles, on a vu des stades. Donc il y a la fermeté et l'humanité. Mais arrêtons avec la naïveté, parce que c'est la naïveté
qui conduit à nourrir les réseaux de passeurs, ceux qui payent et qui font payer les migrants quelquefois 5 à 10 000 euros. Vous savez, on nous a expliqué aussi qu'il y avait des réseaux de faux étudiants qui arrivaient depuis des pays d'Afrique, qui arrivaient en Chypre, à Chypre notamment, et qui se voyaient demander 5 000 euros. Et depuis Chypre, ils étaient en Europe et ils accédaient aux pays de l'Union européenne, à la France ou à la Grande-Bretagne. Donc il faut rompre avec la naïveté. À votre place se trouvait Mais il y a du cœur aussi, bien sûr. Guillaume Pelletier, transfuge des Républicains, parti de chez vous, le mois passé encore. Il était numéro 2. Bon. Ça vous a fait mal, ça ? J'ai dit ma déception. Voilà, moi, je suis un homme de loyauté, de fidélité à ma famille politique. Je l'ai toujours été. Je le croisais là au maquillage. Il me disait, Éric Ciotti, il est comme moi. On est absolument pareil. À part la tactique, il n'y a aucune différence de ligne. Est-ce que c'est vrai ? Guillaume Pelletier, dans son parcours politique, vous le connaissez comme moi, a beaucoup changé, a beaucoup varié. Moi, je suis toujours... j'ai les mêmes valeurs. Et j'ai les mêmes appartenances et j'ai les mêmes loyautés. Je crois que c'est important, la loyauté, la fidélité en politique. Eh bien, moi, c'est ce qui me guide. Et je suis déçu, bien sûr, par l'attitude de Guillaume Pelletier, parce que c'est une attitude qui va affaiblir notre possibilité de battre Emmanuel Macron. Je le dis, moi je lance cet appel à tous les électeurs de droite. Et lui, son attitude, elle va nous fragiliser, bien sûr. Un soupçon récurrent veut, en ce moment, vous me direz si c'est vrai ou faux, que vous aidiez en douce le parti d'Éric Zemmour d'obtenir des parrainages de maires parce que, mécaniquement, ça vous servirait d'avoir un Éric Zemmour qui prend des voix à Marine Le Pen pour être sûr que Valérie Pécresse soit au second tour. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? C'est faux. Mais je souhaite très clairement qu'Éric Zemmour puisse être candidat parce que... C'est faux, et il le sera. Tout maire LR qui offrirait son parrainage à Éric Zemmour serait exclu ? Non. Non, nous l'avons dit très clairement. Parce que c'est pas incohérent, là. Il y a une différence entre le soutien, qui est un soutien politique, et le parrainage qui est la liberté de voir concourir dans la démocratie. Si vous dites, je ne souhaite pas, mais il n'y a pas de sanction. Je vous fais part. S'il n'y a pas de sanction, pardon. Je vous fais part de ma position. S'il n'y a pas de sanction, le fait est nul. Vous ne croyez pas qu'il y aurait un malaise dans la démocratie si des candidats qui aujourd'hui dans les sondages sont donnés à plus de 10%, que ce soit Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, j'ai la même attitude, et qu'il y a des maires qui souhaitent que le débat démocratique s'exprime. En tout cas, personnellement, je suis contre cette forme de sanction. Je partage ce point de vue avec Gérard Larcher qui l'a dit. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'incestueux ? On a sur ce plateau reçu des membres... Savez, je suis persuadé Laissez-moi poser ma question quand même. Allez-y. Des membres sur ce plateau, des LR. Antoine Dier, ça n'est pas connu peut-être du très grand public, mais c'est une figure très importante du camp Zemmour. Il a sa carte des Républicains et il est figure du camp Zemmour et apparemment ça ne vous pose pas de problème. Vous ne le connaissiez pas. Moi non plus. Bon, donc c'est normal d'après vous ou bien c'est intenable ? Aujourd'hui, c'est incohérent, bien sûr. Mais il n'y a pas de sanction non plus, on ne retire pas sa carte. Ils se sont exclus d'eux-mêmes. Voilà, on a un candidat qui a été désigné, une candidate en l'occurrence, qui a été désignée par notre Congrès, par tous les militants. Et il n'y a qu'un candidat. Et ceux qui ne soutiennent pas ce candidat dans notre famille politique, comme l'a fait Guillaume Pelletier, bien entendu, de façon automatique, ça n'exclut. Mais après, je voulais rajouter simplement, vous savez, cette affaire de parrainage, c'est de la communication électorale. Voilà. Il bluffe ? Tout le monde les aura ? Tout le monde, bien sûr, tout le monde aura ses parrainages. Tout ça, c'est assez traditionnel. D'ailleurs, si vous remontez un peu en arrière, c'est un peu un jeu de certains candidats. Le Pen père a eu de vrais problèmes parfois. De se victimiser. C'était en 81. Quoi qu'il en soit. Depuis 40 ans, il n'y a pas eu ce type de problème. Parlons de votre candidate. Grande habileté de votre part. Je ne vous compare pas aux mafieux, mais les mafieux disent ça. Quand on est avec un ancien adversaire, on se colle à lui, c'est la meilleure des stratégies. Vous êtes là, toujours, maintenant. Le prince consort, disait un journal, attention au jeu de mots, mais ce côté, vous êtes toujours là, à côté de la candidate, c'est-à-dire la caution de droite. Votre regard sur Valérie Pécresse, y compris sur la forme, vous savez combien ça compte. On l'a vu sur ce plateau tout à l'heure, beaucoup disent candidate extrêmement solide, qui a fait ses preuves en d'autres occasions, mais des faiblesses de forme qui la pénalisent. C'était notamment cette vidéo cette semaine qui a été postée, puis retirée. Regardez-la avec nous. Il est 5 heures et nous partons dans le Doubs.
C'est ça la vraie vie d'une candidate qui ne vole pas dans les falcons de la République. D'abord, permettez-moi quand même, parce que je veux réagir à ce que vous avez dit il y a quelques instants, la comparaison mafieux, tout ça. C'est la stratégie. Encore une fois, c'était pas du tout moral. C'était sur ce fait de, quand on est en politique, mais enfin, vous pourriez trouver d'autres comparaisons. Personnellement, je vous le dis très sincèrement, ça me choque et je vous le dis. Alors, je retire la mafia. Alors, c'est la bonne stratégie. Merci. Alors, dans le cyclisme, allez, on suit le candidat très proche. Allez-y. C'est mieux. Moi, je vous le dis, là encore, je vais répéter, mais nous avons eu ce débat qui était un beau débat. Il y a le temps de la compétition, elle s'est exprimée sur des valeurs, et il y a le temps du rassemblement. Voilà. Et ça se passe très bien avec Valérie Pécresse. On va porter un projet de rupture, un projet très fort qui reprendra des idées que j'ai défendues personnellement lors du Congrès. Je pense notamment à la diminution des droits de donation, des droits de succession, ce que j'ai personnellement appelé l'impôt. C'est votre tribune dans le JDD aujourd'hui. L'impôt sur la mort, et cette mesure fera partie du programme de Valérie Pécresse. On travaille sur les questions d'autorité dont elle m'a confié la responsabilité sur beaucoup de sujets. On travaille en confiance et c'est elle la candidate, c'est elle qui fixe la ligne, le cap, et nous sommes aujourd'hui unis et rassemblés. Elle vous présente comme le nouveau Pasqua, voilà, Place Beauvau. Ça, c'est le portefeuille que vous auriez nécessairement si vous gagnez. C'est celui que vous visez. C'est pas à moi de dire ça. Bien sûr, mais je veux dire, c'est votre. Vous savez, ça se joue pas comme ça. Ce sera naturellement le cas selon vous. Il y a une étape qui est loin d'être franchie, c'est celle de la victoire. Donc il faut se battre chaque instant sur le fond, sur les idées. La comparaison avec Charles Pasqua, elle est plutôt, je le dis pour moi, qui suis en plus du sud du département de Charles Pasqua. Il a été résistant à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Il est enterré à Grasse. Une place porte son nom. C'est une personnalité que j'ai suivie. Je l'ai suivi avec Philippe Séguin quand ils se sont battus contre l'Europe technocratique, l'Europe de Maastricht, contre l'Europe des nations. Je l'ai suivi aussi un moment. J'étais jeune militant RPR, donc c'est une comparaison qui personnellement me va bien parce qu'il portait une voix, il incarnait une autorité aussi. Dans ces anciennes figures, il y en a une qui compte beaucoup et lui a été président de la République, c'est Nicolas Sarkozy. On est maintenant en janvier, il n'a toujours pas clairement dit qu'il soutient la candidate de son camp historique. Qu'est-ce que vous dites à Nicolas Sarkozy à ce stade ? Je n'ai pas la prétention de trahir les conversations que j'ai avec Nicolas Sarkozy. Je l'ai encore vu jeudi dernier et je le vois fréquemment, je m'entretiens fréquemment avec lui et j'ai la certitude qu'il dira les choses au bon moment et de la belle façon qu'il convient. Il n'y a aucune crainte chez vous qu'il se rallie à Emmanuel Macron ? Aucune. C'est impossible ? Aucune. Il vous en a parlé ? Je vous ai dit les choses, mais je connais Nicolas Sarkozy et voilà, j'ai de l'admiration pour lui. Ça a été un grand président de la République. Ou pardon, qu'il reste sur l'Aventin simplement en disant « je laisse ». C'est à lui de le dire. Voilà, j'ai confiance dans son choix. L'actualité, c'est le pass vaccinal. Sur notre plateau, à votre place, il y a 2 jours, Valérie Pécresse vous traitait de tartuffe. Vous, les Républicains... Non, pas Valérie Pécresse. Roselyne Bachelot. Ne confondez pas. Chacun c'est disant que vous avez été sur la question du pass vaccinal ambigu, que vous avez joué sur les 2 tableaux. Est-ce que ça a été le cas effectivement ? Est-ce que vous n'avez pas retardé, alors qu'il y avait une forme d'urgence, ce vote ? Absolument pas, c'est la majorité qui l'a retardé. En faisant échouer la semaine dernière la commission mixte paritaire, c'est le gouvernement qui joue au contraire. C'est très exactement l'inverse. Mais Mme Bachelot, en parlant de Tartuffe, ferait mieux, si elle était une vraie ministre de la Culture, de soutenir la demande de Valérie Pécresse de faire rentrer Molière au Panthéon. Pourquoi le président de la République et Mme Bachelot ont-ils refusé ce qui serait un très beau geste ? Ils disent spectacle vivant, ça vaut mieux pour Molière que le Panthéon. Oui, on voit bien que leurs choix sont assez sélectifs et comme c'est Valérie Pécresse qui l'a demandé, ça ne convient pas. Puis on nous dit qu'il n'y a pas de grands hommes avant la Révolution française. C'est quand même une vision aussi, d'abord qui est fausse, puisque au Panthéon, il y a des grands hommes qui ont précédé la Révolution française et c'est aussi une faute devant l'histoire. La France, elle commence avant, la grandeur de la France. Pour moi, elle commence au baptême de Clovis. On parlait du pass vaccinal. Le millénaire capétien, on parlait du pass vaccinal. Pas comme
ça. Au-delà des calculs politiques, sur le fond, on voit actuellement qu'une partie de l'opinion dit ça devient disproportionné puisque l'épidémie semble se stabiliser. Et Djokovic devient une figure pour ces gens-là. Est-ce que vous comprenez cet argument-là? Ceux qui disent on est allé trop loin ou on est maintenant trop loin dans une forme de restriction des libertés alors que l'épidémie se relâche. Moi, j'ai voté il y a quelques instants, j'ai été à l'Assemblée nationale, j'ai voté le pass vaccinal, comme j'avais voté le pass sanitaire l'été dernier. Donc j'ai une position qui est très claire, qui est de responsabilité. Moi, je crois au vaccin. Le vaccin a protégé. Le vaccin a évité sans doute des centaines de milliers de morts en Europe et des dizaines de milliers, peut-être plus, dans notre pays. Donc là-dessus, vous faites pareil ou vous feriez pareil que l'actuel exécutif? Tous les pays, il n'y a aucune exception au monde sur le recours au vaccin. Je crois qu'il y a 4 milliards de personnes qui, dans le monde aujourd'hui, sont vaccinées. Moi, j'ai été marqué par ma visite la nuit du 31 décembre dans le service de réanimation du CHU de Nice. Toutes les personnes qui étaient dans ce service frappées par le Covid n'étaient pas vaccinées. Il faut arrêter avec les théories complotistes. Alors après, on voit bien que ce qui a altéré aussi la crédibilité, c'est un peu le grand n'importe quoi qu'a fait le gouvernement. On l'a vu sur l'école, la désorganisation totale, des messages contradictoires sur les masques, le retard sur les FFP2. Là, maintenant, on fournit des FFP2 aux enseignants, mais pourquoi cela n'a-t-il pas été fait plus tôt? Donc chaque fois, on a un peu un temps de retard. Mais sur la vaccination, moi, je dénonce ceux qui ont joué pour des raisons politiciennes avec la vie des gens. Il faut de la responsabilité. Dans 3 mois, on gouvernera. J'en suis convaincu. Valérie Pécresse sera présidente de la République. Et là, il faudra prendre des mesures de responsabilité. Rendez-vous est pris pour votre camp, en tout cas. On nous envoie la musique. En erreur. C'est que c'est fini. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'avoir été notre invité sur LCI. Merci beaucoup. Nous continuons le débat politique tout de suite. C'est l'affrontement entre Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit, animé par Amélie Carouer. Et nous nous retrouvons à 22h avec Anne Seften. À tout à l'heure.